Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ma vidéo bilan du mois de juillet et je suis très contente puisque ce bilan est plutôt bon. J'ai retrouvé ce petit engouement pour la lecture, un peu trop d'ailleurs. J'ai peur que ça reparte un petit peu en panne de lecture, mais ça me fait quand même du bien. J'ai passé un bon mois de lecture et on va commencer avec les stats puisque j'ai lu 9 livres ce mois-ci. Franchement c'est trop cool, je suis trop contente. Je pensais pas arriver à en lire autant et c'est surtout le nombre de pages puisque j'ai lu 4831 pages, donc franchement je suis très contente. J'ai lu 3 livres en audio, un livre en numérique et du coup 5 livres en papier. J'ai acheté que 3 romans, je suis hyper contente. J'ai lu un livre hors de ma pile à lire. J'ai lu aussi, enfin je n'ai aucun abandon ni un haul, donc ça c'est plutôt cool aussi, même si je pense qu'il y en a qui vont un petit peu friser. Ce mois-ci j'ai lu de la romance, de la romantaisie, de l'historique et du thriller. Et je suis repassée sous la barre des 30 puisque je suis passée de 34 livres à 29, donc je suis très contente. Voilà, j'étais censée aller à 30 et les derniers jours j'ai réussi à lire un dernier livre, donc je suis ma foi très contente. J'ai découvert 4 auteurices ce mois-ci, à savoir Nico Takian, à savoir Alicia Garnier, Pen Cole et Romain Puertolas, donc je suis encore une fois très contente. J'ai lu 7 femmes et 2 hommes, enfin 7 romans écrits par des femmes et 2 par des hommes, 4 par des Français, 4 par des États-Uniens et 1 par une Irlandaise. Et par contre ce mois-ci je n'ai fait aucune lecture commune, ce qui est pas plus mal puisque du coup je me suis écoutée moi-même. On va commencer avec mon tout petit book haul qui change bien du mois dernier. J'ai acheté le tome 2 de Isabelle Lozec, à savoir La complainte d'un roi poète, et j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Spark of the Everflame, donc il y a Glow of the Everflame et Heat of the Everflame, mais tous les 3. Je vais vous en parler puisque je les ai lus tous les 3. J'ai commencé une saga, à savoir Spark of the Everflame, et vous ne rêvez pas puisque du coup j'ai continué la saga de Kindred's Curse, je crois, donc c'est avec Glow of the Everflame. J'ai continué la saga d'Isabelle Lozec aussi, et j'ai continué la saga Boys of Tommen, donc à savoir avec Keeping 13, ce qui me fait quand même 3 sagas continuées et du coup 3 à jour puisque je suis à jour avec Heat of the Everflame. Donc oui, j'ai bingé une trilogie, enfin 3 tomes d'une même saga, donc ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pour vous montrer l'engouement que j'ai eu pour cette saga, sachant que le tome 2 je l'ai lu en très peu de temps, je crois qu'en 48 heures je l'avais lu, je l'ai bouffé, et donc je suis à jour encore une fois dans Isabelle Lozec et Chloé Walsh, et je suis très contente. J'ai fait un grand ménage dans mes sagas et du coup j'en ai abandonné beaucoup. Encore une fois, j'abandonne des sagas mais c'est pas immuable, ça veut pas dire que je ne les reprendrai jamais. Mais il y en a certaines qui traînent depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Il y en a certains qui me faisaient plus envie. Il y en a, vraiment, il fallait que je fasse un tri parce que là il y en avait beaucoup trop. Et donc j'ai enlevé la saga de Alexis Laipsker que j'ai pas envie de lire. J'ai plus envie de lire cet auteur. J'ai enlevé la saga de Dark Magie, donc avec La Fortune sourit aux acharnés, puisque suite à ma vidéo vous m'aviez dit que, j'avais eu quelques retours disant que la suite n'était pas forcément plus glorieuse, donc que c'était pas une grande perte. J'ai enlevé également la saga de Anouk Schutterberg, dont le premier tome c'était Jeu de peau, que j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été suffisant pour que j'aie envie de lire la suite. La preuve, j'aurais pu lui prendre la suite en dédicace, je ne l'ai pas fait, donc c'est bien que pour l'instant j'ai pas envie de retourner vers cette autrice. J'ai enlevé la saga de Red Queen puisque ça fait 5 ans je pense que je la mets dans mes sagas à terminer avant la fin de l'année, que je ne termine toujours pas. J'ai plus d'engouement pour cette saga, même si je suis très triste de pas pouvoir de pas avoir le mot de la fin, mais voilà, tant pis, à un moment donné il faut que ça dégage.
J'ai enlevé également la saga des McCoy, j'avais adoré les tomes 2, les 2 premiers tomes, vraiment des méga coups de cœur, mais la suite m'emballe un petit peu moins, même si j'aime bien, ça m'emballe un petit peu moins et je vais jamais faire cette saga là. Un peu comme Dark Magie, j'ai enlevé Witchwalker de Charissa Weeks, voilà, j'ai pas envie de... le tome 1 m'a pas du tout convaincue. Je me laisse l'ouverture de la possibilité de lire la suite, mais pas tout de suite, ça me tente pas, j'ai trop de romantaisie qui me tente trop pour l'instant et voilà. J'ai enlevé la saga avec la reine sans ombre de... non, la reine des ombres de Tricia Levenseller, puisque quand je l'ai lu, en fait, c'était un one shot, je pensais le lire en one shot, c'était sympa, mais sans plus. L'autre, c'est un tome compagnon, je me souviens plus de l'histoire de la reine des ombres, donc voilà, je le mets de côté. J'ai abandonné The Stolen Kingdom de Bethany Atazadeh, vous allez me rire au nez parce que j'ai mis The Genie Key pendant des mois et des années dans mes piles à lire annuelles, mensuelles, etc. Et en fait ce qui m'a décidé c'est que déjà j'ai beaucoup de mal à lire en VO, surtout avec la peine de lecture que j'ai eue et tout, j'avais pas envie de mettre de la charge mentale dans de la VO et en fait quand j'ai regardé pour m'acheter après les prochains tomes, la charte graphique n'est plus du tout la même, donc j'ai pas envie d'avoir une saga que j'aime moyen, complètement dépareillée. Voilà, du coup c'est un petit peu superficiel, mais ça m'a décidé à l'enlever. Puis au bout d'un moment j'en avais marre de le voir traîner dans mes piles à lire et d'essayer de le sortir à chaque fois et de jamais réussir. Et la dernière que j'ai abandonnée c'est Noblesse Oblige, donc voilà, j'ai commencé il y a quelques semaines Liberté Oblige, j'ai pas forcément accroché autant qu'avec Noblesse Oblige. Voilà, pour moi, limite Noblesse Oblige, ça peut être un one shot, ça peut se lire tout seul, même s'il y a le après. Moi ce que j'aimais bien c'était le côté un peu concours, un peu télé-réalité, etc. Celui-là un petit peu moins, mais c'est pas très grave. De toute façon j'ai assez de sagas comme ça qu'il faudrait que je lise. On va commencer avec les avis lecture et le premier livre que j'ai lu et je l'ai lu en audio, il s'agit de La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Et donc c'est le premier Nico Takian que je lis et c'est lui qui me l'avait conseillé, voilà, je l'avais rencontré en novembre dernier. Et il m'avait posé pas mal de questions qui avait dit je vous conseille celui-là, c'est celui qui vous correspondrait le plus. Et en fait on est dans un thriller psychologique où on a un père et une fille qui se retrouvent bloqués dans un désert. Voilà, en fait ils ont une espèce d'un grand barrage de flics, donc ils s'endorment et ils sont pas tout seuls, ils sont accompagnés d'autres personnes. Ils ont un grand barrage de flics, ils s'endorment et quand ils se réveillent il n'y a plus de barrage de flics, plus personne, ni rien, mais ils sont en plein milieu du désert et ils tombent sur des grandes maisons avec des cadavres un petit peu qui datent pas d'hier, et donc on est plus au premier abord, on est vraiment, enfin quand je vous parlais de thriller psychologique, mais en fait on est plus sur, pour moi, de la survie. Alors c'est du thriller quand même psychologique, mais ça s'apparente au premier abord un peu comme de la survie, un peu comme de The Last of Us ou je suis une légende, ou un truc comme ça où on essaye de survivre, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a ces cadavres, pourquoi ils ont été piégés là, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose qui rôde quand même autour et qui a l'air de les tuer quand même petit à petit, puisqu'ils disparaissent petit à petit, ils sont tués petit à petit. Le roman est très très court, hein. Mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour Nico Takian puisque j'ai beaucoup aimé. Moi les thrillers psychologiques, je commence à avoir un petit peu le filon et à un peu comprendre le mécanisme des auteurs, puisque souvent c'est un petit peu toujours assez répétitif quand même, c'est toujours le même schéma et tout. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est pas forcément le dénouement sur le thriller psychologique, la révélation, le plot twist, patati patata, puisque celui-là je l'avais plus ou moins déjà vu arriver, mais ce qui m'a le plus plu, c'est ce côté un peu survie, un peu questionnement, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il aurait pas fallu qu'il soit beaucoup plus gros que ça, mais j'ai passé un très très bon moment, j'ai été contente de découvrir ces personnages, de suivre leurs aventures, de suivre leur abandon, leur route dans ce désert, leur découverte macabre, leur point d'interrogation, parce qu'en plus il y a une espèce de mine qui est à cet endroit là. Lui il a perdu sa femme, donc la petite a perdu sa mère, il retrouve une photo de lui et sa femme dans la mine, donc
Il y a tout un questionnement autour de ce petit village complètement abandonné en plein milieu du désert, de ce qui s'est passé, de qui à la traque de tout le monde, qui veut tuer tout le monde, et c'est cette ambiance là que j'ai adoré, vraiment hyper pesante, hyper moite, hyper survie en fait. Ça fait vraiment post-apo, ça fait vraiment survie à fond, et qu'est-ce qui va se passer, et on a l'impression que tout le monde va finir par mourir, et on a un plot que moi je vous avoue j'ai vu venir et je le sentais venir, parce que vraiment c'est ce schéma un peu répétitif qu'on voit un petit peu partout, et mais ça n'a pas gâché ma lecture. Voilà, je me suis pas dit oh tout ça pour ça, pas du tout. J'ai quand même bien apprécié ma lecture. Je pense que je me dirigerai vers de nouveaux Nico Takian. Là je l'avais recroisé, mais je lui en ai pas repris parce que j'avais toujours pas lu celui-là, donc voilà, je savais pas trop à quoi m'en tenir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu du Nico Takian, à me dire lequel vous me conseillez, parce que je suis très curieuse d'en découvrir d'autres et de voir ce que ça peut donner. Je crois que c'est quand même un des plus... Alors moi je le connaissais pas du tout, mais je crois que c'est un des mieux notés sur Livre Addict. Du coup voilà. N'hésitez pas à me faire vos recommandations si vous avez déjà lu cet auteur, parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien en lire d'autres. On va arracher le pansement puisque je vais vous présenter les 3 tomes que j'ai lus. Voilà, la saga que j'ai bingé ce mois-ci. Donc le premier tome c'est Spark of the Everflame. Ensuite nous avons Glow of the Everflame. Pour finir avec Heat of the Everflame. Comme vous pouvez voir, c'est des très très beaux objets livres. Voilà, très très beau. Les tomes sont de plus en plus gros pour que ce soit hyper gros, et c'est écrit de plus en plus petit. Vraiment, le dernier a été compliqué à lire, hyper gros, écrit hyper petit. Je vais vous montrer déjà celui-ci. Celui-ci, je l'avais un petit peu acheté sur un coup de tête, puisque moi, la charte graphique Calix, c'est pas ce que je préfère. Je trouve très beau comme ça, tu vois. Je sais pas pourquoi je te tue. Je la trouve très belle comme ça, vous voyez. Et encore, je trouve que c'est parce que ils sont quand même, bon, à part le vert, mais ils sont assez sobres. Mais alors le jaspage, je n'adhère pas du tout. Je peux comprendre, mais je n'adhère pas. Mais vraiment, ouais, le travail graphique quand même dessus, je peux pas le renier. Il est très très beau. Dans cette histoire, on est dans un monde où le schéma de base est pas hyper novateur. On est dans un monde où on a d'un côté des descendants de grands dieux, et de l'autre des mortels. Voilà, les descendants des grands dieux ont des pouvoirs qui sont reliés à ces dieux-là et à l'endroit où ils vivent. C'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 royaumes, je crois. Il y a 9 royaumes. Il y a 9 royaumes et chaque royaume a son type de pouvoir. Donc on a Lumnos, Phonos, Lumnos sur l'ombre et la lumière. Phonos, je sais plus ce que c'est. Phonos c'est la bête, enfin la faune et la flore. On a Sophos qui est plus sur les pensées, la vivacité, etc. Il y en a qui étaient un peu plus... Fortos sur la force, la bravoure, etc. Bref, il y a des noms qui sont un peu plus parlants. Et donc on suit Diem qui, elle, vient de Lumnos, qui vit toute seule avec son père et son père adoptif et son demi-frère du coup, puisque il y a quelques mois sa mère a disparu, et donc elle va un peu enquêter sur où est sa mère, voilà, pourquoi elle a disparu, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, est-ce qu'elle est toujours vivante, est-ce qu'elle est morte. Et sa mère était une grande guérisseuse qui travaillait au palais. Son beau-père est un grand chef des armées, à la retraite, mais quand même grand chef des armées. Et donc elle va décider d'enquêter un petit peu sur la disparition de sa mère en devenant la nouvelle guérisseuse du palais. Elle va plusieurs fois sauver des personnes du palais pour se faire sa place, même si elle n'est pas trop acceptée, puisque dans Lumnos, les mortels sont pas très acceptés, ils vivent un peu de façon très pauvre par rapport aux descendants qui sont très riches, très... on voit la luxure sur eux. Et donc voilà, surtout qu'en plus elle fréquente
Henri qui est son ami et son amour d'enfance, voilà, ils sont liés, ils sont voués à se marier plus tard et elle apprend que ce Henri fait partie de la rébellion et que il va lui demander de l'aide et de devenir un peu l'espionne pour le compte de la rébellion. Et donc elle va accepter jusqu'à ce qu'elle se rende compte que tout ce qu'elle a appris est pas forcément vrai, que quand on voit que les choses d'un seul côté, souvent ça peut être un petit peu tronqué aussi, et du coup elle va petit à petit se faire sa propre opinion jusqu'à la fin de ce tome 1 qui est un complètement bouleversement de tout l'univers et de tous les changements. Et donc elle va... pour la première fois où elle va mettre les pieds au palais, elle va rencontrer Luther qui, parce qu'elle sauve la petite sœur de Luther qui n'est autre qu'une amie de son frère. Une amie plus, puisqu'en plus les relations entre les mortels et les descendants sont interdites, les demi-descendants sont tués, chassés, enfin vraiment tués, normalement ils ne doivent pas survivre, et voilà, il y a tout ce combat là entre les gentils et les méchants, mais on sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça, et le roi de Lumnos est très malade, on sait que Luther ça va être son remplaçant, et Luther il est pas très sympa, vraiment il est pas très sympa, mais on a l'impression qu'il bat un peu le chaud et le froid avec notre diem national. Et donc on se pose pas mal de questions, et puis voilà, il y a toujours cette interrogation de la mère. On sait que elle a eu un échange un peu houleux où elle l'a un petit peu menacé Luther juste avant sa disparition, donc Diem elle est persuadée que c'est à cause de lui que sa mère a disparu, et donc elle va essayer de chercher des infos. Voilà, elle va aller un peu à la pêche aux infos pour elle et pour la rébellion, et voilà. On est du coup sur quand même 3 tomes pour l'instant, il y a un 4e qui va sortir, et autant vous dire que à la fin de chaque tome, il y a un énorme cliffhanger qui vous donne envie de continuer. Moi j'ai pas pu d'autre choix que de vouloir enchaîner, et là franchement si j'avais eu le tome 4, je l'aurais enchaîné aussi. Souvent j'évite de le faire parce que d'enchaîner les sagas ça me lasse un petit peu, et je vous avoue que même si j'ai adoré le tome 3, ça m'a un petit peu lassé. J'ai beaucoup aimé cette introduction, pour toute l'introduction de l'univers, des personnages, le petit jeu qu'il y a entre les deux personnages, même si on voit pas énormément Luther je trouve, mais voilà, vraiment le début de... On est vraiment sur une introduction d'univers, pour que dans le tome 2, on soit pleinement au palais, que on apprenne beaucoup de coutumes, qu'on en sache un peu plus sur les descendants, sur les types de pouvoirs, sur le rôle qu'a un roi, monarque en tout cas d'un pays, ce que les relations qu'il y a avec les autres, ça on l'effleure mais on n'y touche pas encore, mais l'accession entre quelqu'un qui a été choisi, puisque c'est la déesse Lumnos qui choisit le roi suivant, et donc il faut que, enfin il y a tous des rituels, il y a un rituel de duel où il faut que le futur roi soit accepté par toutes les familles un petit peu nobles, il faut qu'aucune des familles un petit peu nobles ne l'affronte en duel, parce que après c'est un duel à mort, et qu'il faut que le futur roi réussisse à gagne ce combat là pour qu'il soit officiellement accepté dans le pays, et ensuite il y a tout un rituel avec les autres rois sur une île au milieu de l'univers, où là il y a tout un rituel pour que officiellement ce soit désigné et officialisé comme étant le roi. Là il y a beaucoup de jeux d'intrigue, de pouvoir, de place, de politique, et j'ai trouvé ça hyper bien. On est aussi sur tout un déploiement et une connaissance de la magie, du fonctionnement de la magie, que j'ai trouvé hyper cool. Franchement ce tome là a été un énorme coup de cœur. En fait cette saga je la compare un petit peu à Le Royaume des Corbeaux, où c'est un plaisir coupable. En fait il y a plein de défauts, il y a plein de choses qui sont un petit peu faciles et qu'on a déjà vues, mais c'est hyper addictif.
Les personnages ils sont hyper touchants et hyper addictifs, on a envie de les suivre, on les aime, moi j'ai aimé tous les personnages vraiment, même s'ils étaient blancs ou noirs ou gris ou enfin voilà, il y en a où on savait pas trop sur quel pied danser avec eux, mais je les ai adorés. La tension entre les deux protagonistes est hyper palpable et hyper... Et en fait c'est ce côté là aussi qui m'a donné l'engouement, franchement il fait 500 pages je pense. 600 pages, je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. Tellement j'étais à fond dedans et tellement j'avais pas envie de le reposer, j'arrivais plus à m'arrêter, j'avais envie de connaître les suites, j'avais envie de savoir comment nos personnages vont survivre. Là on est vraiment à la cour, donc on voit beaucoup plus de personnages, on découvre des nouveaux personnages, on en suit un peu plus longtemps des personnages qu'on avait entreaperçus dans le premier tome, mais là vraiment il y a tout l'aspect politique, magique qui est développé là-dessus et j'ai adoré. Et donc encore gros cliffhanger pour que on arrive sur la dernière pavasse qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne sais pas quand est-ce que le 4 va sortir, ils sont très très lourds, pour qu'on finisse avec Heat of the Everflame où là on va voyager à travers les pays et donc on va voir les différentes coutumes, on va voir les différents rois, reines, leur politique face aux mortels, face aux demi-mortels, face à tout le monde, leur volonté face à la guerre, parce qu'il y a quand même une guerre qui est en train petit à petit de se faire entre les mortels et enfin entre la rébellion et les descendants, et les appuis qu'ils ont les uns avec les autres, leur façon de vivre, leur façon de travailler, leur magie, et j'ai trouvé que c'était hyper bien de développer ce côté là. En fait je trouve que il n'y a aucune redondance dans ces 3 tomes, puisqu'on va suivre des aspects complètement différents et hyper complémentaires à chaque fois, et petit à petit tout l'univers se développe à fond, on découvre un univers où on prend le temps, enfin c'est pas trop complexe, donc on comprend tout ce qui se passe, tous les tenants et les aboutissants, toutes les règles qu'il y a, etc. Celui-là, je pense que j'aurais fait une petite pause et je l'aurais lu à un autre moment. Je pense que j'aurais beaucoup plus préféré celui-ci, mais à un moment donné je l'ai un peu fait traîner et c'est peut-être pas si bon que ça, mais franchement encore une fois la fin, j'ai même laissé mon chéri et ma fille aller faire 2-3 courses chez Leclerc pour que je puisse finir mon livre, tellement j'étais en apnée. Et autant vous dire que ce tome 3, que cette fin de tome 3 m'a mis en apnée, mais franchement j'ai adoré ces 3 premiers tomes, j'ai adoré, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé d'être aussi happée dans une romantaisie qui me donne envie de vraiment binger cette saga. Et du coup ouais, j'ai complètement bingé cette saga et franchement il y aurait eu le 4e tome, je pense que je serais en train de le lire et en train de le dévorer ou de le savourer, ou peut-être que j'aurais fait une petite pause, mais c'est cette trilogie, enfin ces 3 premiers tomes qui m'ont redonné le goût de la lecture, envie de redécouvrir et de redévorer des livres, et ça m'a fait du bien, j'avais besoin de ça et je pense que j'avais besoin de lire ces livres, et maintenant je cherche d'autres sagas qui puissent me donner cette envie là de binger, parce qu'il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis. Donc encore une fois je vous demande votre aide puisque je cherche une romantaisie qui se binge comme ça. Alors pour ceux qui n'aiment pas la romantaisie, j'aurais dû commencer par là, mais pour ceux qui n'aiment pas la romantaisie, c'est une saga très slow burn. Très slow burn, c'est-à-dire que pour qu'il se passe quelque chose entre nos 2 personnages principaux, je parle vraiment du soft de soft, on est au 3e tome. Voilà, il y a 2-3 bisous dans le premier, enfin un bisou dans le premier, 2-3 bisous dans le deuxième, mais la relation commence vraiment au 3e tome, donc on est sur un vrai slow burn, et il n'y a pas de scène de smut avant la fin du tome 3. Avant la fin du tome 3. Il y a une petite scène, et encore elle est vite bâclée je trouve dans le tome 1, mais sinon il n'y a pas de scène explicite jusqu'à 90% je crois du tome 3. Donc ceux qui aiment la romantaisie mais qui n'aiment pas trop le smut, cette saga est fait pour vous. Voilà, vous attendez pas un truc extraordinaire qui sortent des sentiers battus etc, mais moi ça l'a complètement fait, c'était hyper addictif, j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de continuer, les cliffhangers m'ont tué, j'ai adoré tous les personnages qui soient principaux ou un peu plus secondaires,
Et j'aimerais bien que cette saga continue encore et encore, mais je crois qu'on est à 4 tomes et je suis pas sûre qu'il y ait d'autres tomes ensuite. On va continuer avec le livre que je n'ai pas en ma possession. J'ai lu Amber Falls de Alicia Garnier. C'est le premier livre d'Alicia Garnier que je lis. La première romance, et ce qui m'a donné envie, c'est le côté small town. Voilà, j'avais besoin d'un truc un petit peu doudou à la Gilmore Girls, qui me fasse du bien, qui me fasse, voilà, qui me donne un côté hyper réconfortant et tout. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai bien aimé cette lecture, même si encore une fois, ce n'a pas été un énorme coup de cœur. Dans cette histoire, on est sur un amis to enemies to lovers, puisque on va suivre Julie qui vient de se faire larguer par son mec avec qui elle était depuis 2 ans, et le frère de son ex lui vole son rêve, vraiment face to face. Il lui vole son rêve et on est 4 ans après je crois, ou 2 ans, je sais plus, bref, on est plusieurs années après, où elle galère complètement à ouvrir son truc. Elle a finalement pris un petit corner de la boutique de sa mère et de sa grand-mère, puisqu'elle vit avec sa mère et sa grand-mère, enfin elle vivait, mais en tout cas la grand-mère, la mère et Julie sont un peu prises pour des sorcières, vraiment. Elles tiennent des trucs un petit peu ésotériques, la grand-mère et tout, elles sont un peu médiums et tout, donc elles sont un peu prises pour des sorcières, pour des bêtes de foire. Et donc Julie va récupérer une partie de la boutique de sa mère et de sa grand-mère, mais les affaires ont du mal à décoller, et son banquier lui dit que elle n'a pas remboursé toutes les dettes qu'elle doit, et donc il y a un concours de pâtisserie qui va se faire, et souvent c'est soit elle, soit son ennemi juré qui gagne, et du coup elle compte bien gagner et remporter le prix pour pouvoir rembourser ses dettes. Elle veut pas parler à sa mère et à sa grand-mère de ses dettes. Et donc elle va se retrouver, elle habite au niveau, enfin chez la grand-mère de son ennemi juré, puisque la grand-mère de son ennemi juré plus sa grand-mère sont meilleures amies, donc elle s'entend très très bien avec, et donc elle loue un petit studio juste au-dessus, sauf que elle retrouve en voisin de palier son ennemi juré. De fil en aiguille, elle apprend que son ex va revenir, donc le frère de Tate, voilà. L'ennemi juré c'est Tate, on va l'appeler par son prénom, ça sera plus simple. Mais le frère de Tate revient en ville, et donc elle est un petit peu angoissée parce qu'elle ne l'a pas revu depuis sa séparation. Et donc Tate va lui proposer de former un faux couple avec Julie le temps que son frère vienne et reparte. Et en échange, il promet de se désinscrire du concours pour qu'elle puisse avoir toutes les chances de son côté pour gagner. Et voilà, on va suivre ce fake dating Amis to enemies to lovers qui est très très chou, vraiment très mignon. On est sur un double point de vue et une double temporalité, puisqu'on va suivre Julie dans nos temps, et on va suivre Tate depuis sa rencontre avec Julie quand ils étaient gamins jusqu'à maintenant en fait. Et on va voir la chronologie de qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, mais du point de vue de Tate, pour qu'ils en arrivent là, pour avoir ce point où il lui pique son rêve, et que ils lui disent et qu'elle lui dise je te déteste à vie, ne me parle plus, et ils deviennent ennemis. Et voilà, on va suivre tout ce cheminement là. J'ai trouvé l'histoire très chou, voilà, j'ai trouvé les personnages très choux. En fait ce livre est très réconfortant et très doudou. C'est pas un livre que j'avais envie de binger sur 3 jours, voilà, c'était terminé. J'avais envie de le savourer, de prendre mon temps, de connaître petit à petit. Voilà, j'ai pas trouvé le côté hyper addictif, mais ça m'a pas trop dérangé. Là où d'autres fois ça m'aurait peut-être un petit peu dérangé, La Plume je l'ai pas trouvé méga addictive, parce que j'avais envie de prendre mon temps, j'avais envie de poser les choses, de savourer mon petit chocolat chaud limite dans cette petite ville. Et en vrai ça a bien fonctionné pour moi, ce côté là. Je sais pas si Alicia Garnier sur un autre style pourrait me plaire en new romance, mais avec d'autres sujets pourrait me plaire. Là le côté small town je trouve qu'elle l'a plutôt bien géré, mais j'attends de voir sur d'autres. En tout cas celui-ci, voilà, si vous avez besoin d'une romance un peu doudou, un peu, même s'il y a des sujets, il y a des actions et des scènes qui sont très touchantes, très difficiles,
mais c'est quand même hyper réconfortant. On n'est pas que dans de la cosy, hein. On n'est pas que dans de la cosy, mais on est vraiment dans le côté un petit peu cosy de Gilmore Girls. Mais vous voyez que dans Gilmore Girls, il y a quand même des touches, des petits pics qui se font, et du coup c'est particulier quand même. Du coup ça rajoute un petit peu de profondeur, un petit peu de tristesse, etc. Et du coup voilà. En tout cas, je trouve que c'est un bon comparatif, c'est un bon roman small town. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était le meilleur moment pour le lire, ça m'a fait du bien, et voilà, je vous le recommande en tout cas. C'était pas la lecture révolutionnaire, c'est pas celle qui va me rester en tête pendant 10 000 ans, mais j'ai plutôt bien aimé. Je n'ai pu m'empêcher de lire mon dernier Hélène Marie Wiseman, donc Les Enfants de la Mine, chez Faubourg-Marigny. Voilà, je suis à jour dans Hélène Marie Wiseman. Avec grand regret, puisque j'ai beaucoup aimé cette histoire. On va suivre Emma en 1912. Elle a 19 ans et elle doit remettre les pieds à Coal River, puisque ses parents viennent de décéder dans un incendie. Voilà, elle est la seule rescapée et elle va retourner vivre chez son oncle et sa tante et son cousin à Coal River. Elle a 19 ans et Coal River c'est un village minier, et sauf qu'il y a eu un terrible accident quand elle était jeune où elle a perdu son frère qui s'est noyé là-bas, et donc elle, c'est beaucoup de mauvais souvenirs et tout, et donc elle hésite beaucoup à y retourner, mais elle n'a pas trop le choix, elle n'a pas de sous ni rien, donc elle retourne là-bas et elle va pas être hyper bien accueillie par sa famille. Voilà, ils considèrent que c'est un peu une petite main gratuite, voilà, et du coup elle va devoir se plier aux règles de ça, puisque son oncle est un grand chef dirigeant dans enfin en tout cas de bureau dans la mine, et à côté on a la misère des mines, justement, avec les enfants qui travaillent dans les mines, les étrangers qui sont malmenés, qui meurent tous les jours, et la tristesse que ça fait. Et donc il y a un petit groupe de petits révolutionnaires qui veulent changer les choses, qui veulent faire des grèves, etc. qui va commencer à faire de plus en plus de bruit. Il y en a beaucoup qui l'associent un petit peu à Emma, parce que elle trouve que la vie est injuste aussi, hein. Elle trouve pas ça normal ce qui est en train de se passer, et elle va faire une rencontre avec un jeune homme qui va un petit peu tout changer. Elle a envie aussi, enfin elle a eu de l'éducation, elle a envie de donner cette éducation à ses enfants qui travaillent dès l'âge de 6 ans et qui meurent dans les grottes de la mine, et que personne ne semble être touché par ça. Et franchement c'est hyper touchant cette histoire, j'ai adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai eu très peur pour mes personnages à un moment donné, même s'il y a un petit truc qui m'a un petit peu fait tiquer, je trouve, sur la fin, où je me suis dit ouais, limite. Et du coup je pense que c'est ça qui m'a enlevé peut-être mon petit coup de cœur, même si maintenant que j'y pense c'était quand même une excellente lecture, et que je pourrais le rebasculer en coup de cœur facilement. Mais cette histoire est hyper touchante, voilà, encore une fois, c'est du Hélène Marie Wiseman tout craché. On va suivre une jeune femme qui se bat pour des droits, qui se bat pour de l'injustice, et encore une fois, ça fonctionne. On est dans un univers que moi je connais très peu. La mine, je trouve que c'est pas hyper exploité dans les romans en général. On n'est pas sous période de guerre ni rien, mais on a le côté très révolutionnaire, très grève, très injustice des classes et tout. Et franchement, elle est trop forte, Hélène Marie Wiseman, elle est trop forte, parce qu'elle nous fait des romans qui nous percutent, qui nous prennent les tripes, qui arrivent à nous faire surgir des émotions mais incroyables, qui arrivent à prendre des sujets qu'on ne voit nulle part et à en faire des histoires hyper touchantes et hyper bouleversantes. Vraiment, je peux que vous recommander ce roman parce qu'il était génialissime. Et de toute façon, il n'y a pas un roman d'Hélène Marie Wiseman que je ne peux pas ne pas vous recommander, parce qu'ils sont tous géniaux, et c'est une déesse de l'écriture. Vraiment, c'est
j'achèterai tous ces livres les yeux fermés. Je commençais déjà à tous les acheter les yeux fermés, mais maintenant que je suis à jour sur tous ces romans, je les achète les yeux fermés et je peux que vous recommander ces romans parce qu'ils sont génialissimes et je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. J'ai continué ma lecture audio. Alors j'avais fait une pause sur celui que je vais vous présenter après, donc c'est pas très grave. J'ai continué la saga du coup de La Guerre des Ombres de Isabelle Lozac avec La Complainte du Roi Poète. C'est un tome 2, donc je vais faire très rapide sur cet avis, mais dans cette histoire on suivait Vassilia, je crois, qui est la seule à rescaper de la mort de toute sa famille. Voilà, toute sa famille a été tuée alors dans un incendie, oui, est-ce que on apprend rapidement que c'était peut-être un incendie criminel, et du coup, elle revendique son trône, sauf qu'ils disent bah vous êtes bien gentil, mais pour revendiquer votre trône, il vous faut un fiancé. Et elle va choisir, sachant que elle, c'était la fille qui n'était pas du tout promise pour aller sur le trône, c'est là, je sais pas combien de fille, la deuxième, troisième fille, je sais plus. Bref, elle n'était pas prévue du tout sur le trône, et donc elle va choisir quelqu'un qui n'est pas très prévu sur le trône non plus, et elle va choisir Adrien, qui lui a toujours voulu aller dans les ordres pour apprendre, pour avoir, parce qu'il a la soif de connaissances, etc. Sauf que bah, du coup le plan de Vassilia va un petit peu changer et bousculer la vie de Adrien. Il va prendre avec lui aussi son meilleur ami puisqu'ils sont inséparables, et voilà. Et on a toute une dimension de magie qui est censée être un peu éradiquée et mise entre des barrières, etc. Et qui finalement va petit à petit commencer à attaquer, à prendre du terrain, à se révéler. Et donc c'est cette quête là, donc dans le premier tome on avait surtout la quête de qu'est-ce qui s'est passé à la famille de Vassilia, qui leur a fait ça, etc. Est-ce que c'était criminel? Est-ce que c'était accidentel? Quoi? On a le fin mot de l'histoire dans le premier tome. Dans le tome 2, ils sont un petit peu fâchés au début, les trois. Mais ils vont devoir se resserrer les coudes pour le bien du royaume, pour éradiquer la magie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont très poétiques là-dedans, avec justement la complainte du roi poète, le chant de la reine corbeau. Ce côté-là, il m'a un petit peu perdue, mais j'ai plutôt bien aimé ma lecture. En fait, ce qui me dérange un petit peu dans cette saga, c'est que je passe des bons moments. Sur le moment, je passe vraiment des très très bons moments, mais je garde pas énormément de souvenirs de ma lecture, comme si c'était cool, j'ai passé un très bon moment, mais vous donnez tous les tenants, les aboutissants, etc. Et pourtant je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu peut-être un mois, même pas. Non, il y a 3 semaines. Mais vous donnez tous les détails et tout, ça je serais incapable de vous dire. En tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment, il y a un renouement qui se fait entre les personnages, un mea culpa, des pardons, etc. Et au bout d'un moment, ils se disent, bah de toute façon, il faut qu'on avance ensemble, donc même au bout il faut mettre nos choses de côté et avancer et nous entraider pour sauver tout le monde, parce que sinon tout le monde va mourir. Et donc encore pas mal de complots, de politiques, etc. Mais là c'est vraiment la magie qui est à l'honneur de tout. Tout ce qui s'est passé dans le passé, etc. On va rentrer à un moment donné dans les ordres pour voir un peu la façon dont c'est... il y a des disparitions un petit peu bizarres là-dedans, savoir comment, ce qu'il y a à l'intérieur, savoir comment c'est géré, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, j'en ai pas des méga gros souvenirs, mais à chaque fois je passe des bons moments. Donc voilà, est-ce que c'est une saga que je garderai en mémoire? Est-ce que c'est une saga que je garderai dans ma bibliothèque? Peut-être pas. Après le fait que je l'écoute aussi en audio, peut-être pas, mais je sais que sur le moment... j'avais envie de connaître la suite, j'avais envie de la binger, de continuer, etc. Et sur le moment, j'ai passé un très très bon moment et je pense que c'est ça le principal aussi. Il y a un 3e tome qui va sortir, donc j'espère avoir assez d'infos, d'avoir retenu assez d'infos pour quand le tome 3 va sortir, parce que sinon je vais plus rien comprendre. J'ai terminé du coup après en audio Keeping 13 de Chloé Walsh, qui conclut la duologie, la première duologie sur Shannon et Johnny. On a Shannon qui est issue d'une famille très nocive où il y a de la violence conjugale, etc. à l'intérieur, de l'alcoolisme. Et on a de l'autre côté Johnny qui lui est le roi du rugby, qui s'est blessé et qui
cache dans le premier tome sa blessure. Shannon arrive dans l'école de Tobin puisque au bout de le xème harcèlement, sa mère commence à dire c'est bon, il y en a marre, je vais emprunter de l'argent mais je veux que ma fille ne se suicide pas et soit toujours en vie et arrête de se faire harceler, donc voilà. Et les deux personnages vont se rencontrer. Ils n'ont pas du tout envie de se mettre en couple ni rien, mais ils vont s'entraider pendant tout le temps et ils vont se trouver en l'autre un réconfort, un confident. Et ce premier tome est hyper touchant, mais hyper dur parce que on a la réalité qui se passe avec les violences, avec beaucoup de choses, des mensonges, ils cachent la vérité les uns et les autres, enfin voilà, il y a beaucoup de mensonges des deux côtés et à la fin du premier tome, début du tome 2, il y a tout qui explose, il y a un plot twist qui fait tout exploser, qui remet en question tout le monde, donc les gens sont au courant des mensonges qui s'est passé et il va y avoir tout le après, toute la reconstruction, toute la reconstruction, tout le côté un peu judiciaire aussi, le côté entraide qui est très très beau, le côté, là on a vraiment la relation entre les deux personnages, une vraie relation amoureuse entre les deux personnages qu'on n'avait pas forcément dans le premier tome. En tout cas dans les 3/4 du premier tome, mais j'ai trouvé ça très très beau. Voilà, c'est pas un livre qui m'a fait tirer les larmes comme beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, pour le tome 1, je l'ai lu en audio, donc peut-être que ça me donne cette distance qui fait que ça me fait pas tirer les larmes, même si je l'ai trouvé très émouvant. Il y a des scènes hyper dures, je comprends que ça ait dévasté beaucoup de personnes, mais voilà, moi ça m'a pas fait pleurer, mais j'ai trouvé cette histoire très belle. J'ai trouvé la relation entre les personnages très belle et très saine. On a aussi le côté de consentement qui est très important, le côté aussi de différence d'âge qui est très important et qui est pas assez souligné souvent. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus puisque j'ai ma batterie qui clignote, donc j'ai peur que ça me coupe la chic, mais en tout cas je vous conseille cette duologie si vous avez besoin de lectures qui sont un peu poignantes, un peu tristes. Après c'est pas à mettre dans la main de tout le monde parce que c'est très très détaillé et très très triste et très émouvant et très dur sur certains aspects, mais en tout cas c'était vraiment chouette à lire et je suis très contente d'avoir lu. J'ai hâte d'avoir la suite et là on va suivre d'autres personnages et je pense un peu dans le passé et dans le présent et j'ai hâte de pouvoir continuer mais ouais, franchement il y avait plein de beaux messages, c'était green flag à mort et ils cherchent, en fait tout est complètement bouleversé, mais ils bouleversent leur vie pour ces personnes-là et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et le dernier livre que j'ai lu assez rapidement mais que je pense pas sortir tout de suite, c'est Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas, que j'ai acheté le mois dernier à Créteil-en-Poche. C'est une enquête sur ce qui s'est passé, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, mêlée à des inventions, de l'imagination de Romain Puertolas et franchement j'ai trouvé ça hyper chouette. J'ai passé un très très bon moment puisque on est un peu sur le même style que les 10-18, un peu en true crime etc, mais plus romancé et à imaginer aussi. Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a une grosse part d'imagination parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et donc il y a beaucoup de choses, en plus ça a été écrit il y a 2-3 ans donc il n'y a pas l'affaire Aquababe etc, donc il y a eu un stop dans cette enquête, mais il y a eu plein de moments avec en plus toutes les pistes qui ont été envisagées et on a qu'est-ce que dans mon imagination, et en fait on sait ce qui est factuel, ce qui est vrai et ce qui est visé et on sait ce qui est imaginé et je trouve que en fait j'avais un petit peu peur de ça, de pas savoir le vrai du faux, d'être toujours dans le flou et tout, et je trouve que c'est assez bien structuré. C'est drôle sur certains aspects, un peu lourdingue sur d'autres, mais franchement ça a rendu le truc un peu plus léger, même si c'est une affaire horrible, mais un peu plus léger, plus digeste en fait, plus digeste à lire. Si vous voulez vraiment connaître des points sur l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a beaucoup d'infos qui sont données là-dedans, et moi j'ai bien aimé le côté justement
voilà, on a des pistes, on pense que, enfin on a eu des pistes comme quoi il était là, comme quoi il était là, comme quoi il était là, et du coup on part dans l'imaginaire en disant bon bah je suis Xavier de Pont de Ligonnès, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai fait, patati patata. Et on a aussi une mini enquête judiciaire qui m'a fait très rire à la fin, mais qui est complètement fausse bien sûr. Mais vraiment ça m'a fait vraiment rire. Ce côté un petit peu enquête en plus. Franchement ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est mon premier roman de Romain Portolas. Et franchement j'ai hâte de lire Les Ravissante parce qu'en plus sa plume est très addictive et tout. Il vient d'écrire un livre sur le dictateur allemand et je pense que je me le prendrai parce que c'est un peu du même style, un peu avec des petites touches d'humour et d'invention et ça peut aussi me faire... En fait ce que j'ai bien aimé c'est que ça m'a fait apprendre des choses, même si cette histoire m'intrigue vraiment beaucoup et qu'il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, mais ça m'a fait apprendre des choses tout en ne soyant pas trop lourd et en étant un petit peu divertissant aussi. Donc voilà, je vous laisse pour ce bilan lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés, à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits emojis si vous êtes trop timide, à me dire ce que vous avez lu vous au mois de juillet. Je vous souhaite des bonnes vacances encore une fois. À partir de cette vidéo, normalement tout est enregistré à l'avance. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!